Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint ce symposium. Allez, venez, rejoignez-nous. On va essayer de démarrer. Merci. Donc, merci d'avoir rejoint ce symposium où on va s'interroger sur les approches à notre disposition pour étudier l'alimentation durable. Moi, je suis Cécile Cotus, diététicienne en libéral. Je fais partie du comité organisateur des journées d'études de la FDN. Donc, je suis aussi bénévole pour l'association. Je vais vous présenter donc, Florent Vieux, qui est directeur général de MS Nutrition, une entreprise spécialisée dans l'alimentation durable, et ingénieur en alimentation durable. Il va nous faire une première présentation, il va nous présenter des approches donc, de recherche. Ce sera suivi par Jean-Louis Perrault, qui est aussi ingénieur agronome et chargé de mission à la direction scientifique de l'INRAE. Vous y allez? Merci. Merci Cécile pour l'introduction. Donc je m'appelle Florent Vieux, oui, bonjour à tous. Je suis le directeur général d'une petite entreprise qui s'appelle MS Nutrition, et puis je remercie l'organisation pour l'invitation à participer à ce symposium, en particulier l'équipe du CNIEL, et en tout particulier à Corinne Marmonnier, avec qui j'ai le plaisir d'échanger régulièrement. Donc on va parler alimentation durable, on va parler place des produits laitiers dans l'alimentation durable, et puis on va illustrer la place de ces produits laitiers par différentes approches. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, donc la déclaration de conflit d'intérêts, je suis directeur général d'une entreprise qui est privée. MS Nutrition est une petite entreprise privée, donc je participe à la promotion de cette entreprise dans le cadre de cette présentation. Et puis une grosse partie des travaux que je vais présenter ici sont issus d'une collaboration entre l'INRAE et le CNIEL. Voilà, donc pour contextualiser la problématique, cette dia qui présente les causes et les conséquences du contenu de nos assiettes. Donc on présente ici une assiette, elle contient différents aliments qui sont associés à des quantités. La consommation de ces aliments permet d'avoir des apports nutritionnels. Ces aliments, il a fallu évidemment les acheter, ce qui représente un coût. Et puis aussi, la consommation de ces aliments représente un impact carbone. Et c'est une problématique de plus en plus avancée, puisque notre consommation alimentaire représente un coût significatif sur la planète. Alors là, j'ai listé quelques exemples de causes et conséquences du contenu de nos assiettes. Il y en a d'autres. Juste pour vous dire que voilà, il y a différentes agences qui travaillent sur ces différents aspects de l'alimentation. Alors ces exemples, apport nutritionnel, quantité d'aliments, coût, impact carbone, ils sont en fait représentatifs de dimensions de l'alimentation, et on parle souvent de 4 piliers de l'alimentation durable. J'en veux pour preuve cette définition qui a été la première proposée par la FAO en 2010. Donc les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains. Et on voit grâce au petit code couleur effectivement que cette définition elle reprend 4 dimensions: la dimension culturelle, la dimension santé, la dimension économique et la dimension environnementale. Alors les produits laitiers dans tout ça, donc j'ai représenté les 4 dimensions ici. On a des indicateurs ou des métriques qui peuvent les représenter, ces dimensions, et puis j'ai sélectionné les fromages et yaourts. Donc en pourcentage de consommation, par exemple, qu'on peut considérer comme une métrique des habitudes culturelles, on voit par exemple que le fromage est consommé par 80% des adultes français. Sur la dimension santé, j'ai illustré la dimension santé par le Nutri-Score. On voit qu'il y a une grande variabilité entre les produits laitiers. On peut trouver du A comme du E. Ne vous arrêtez pas sur l'algorithme utilisé, etc. C'est vraiment juste pour illustrer le fait qu'il y a une variabilité du Nutri-Score au sein des produits laitiers. Sur la dimension économique, on a un peu le même genre d'idée. On peut passer du lait qui est à peu près à 1 euro par litre à du fromage qui peut atteindre 6 euros. Là encore, il y a de la variabilité, il ne faut pas s'arrêter sur les chiffres. Et sur la dimension environnementale, on a aussi une grande variabilité. Là, je présentais l'impact carbone par kilo
des 3 types de produits laitiers. Donc on a une variabilité des métriques entre produits laitiers. J'aurais pu aussi ajouter d'autres colonnes présentant des fruits, des légumes. Et on aurait pu voir qu'en fait, chaque aliment a finalement ses propres caractéristiques et ses propres avantages sur l'une ou l'autre des dimensions de l'alimentation durable. Du coup, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de déterminer la place de ces produits laitiers aux côtés des autres groupes alimentaires dans une alimentation durable. Alors, pour répondre à cet objectif, on a utilisé 3 approches qu'on a intitulées hiérarchie entre groupes alimentaires, déviance positive, et optimisation. Pour chacune de ces approches, on s'est basé sur le même matériel qui sont des données de consommation alimentaire. Donc c'est une base de données recensant 2000 adultes, un peu plus de 2000 adultes, qui ont déclaré tout ce qu'ils ont consommé pendant 3 jours. Chacun des aliments consommés est également lié à une table de composition nutritionnelle, donc ce qui nous permet d'estimer les apports nutritionnels de chacun de ces individus. On a matché cette table de consommation à la table Agribalyse, donc qui a été proposée par l'ADEME et l'INRA, et qui recense les impacts environnementaux des aliments. Donc on s'est amusé à matcher la table de consommation avec la table d'impact environnemental des aliments pour pouvoir estimer l'impact environnemental des consommations de chacun de ces adultes. Et puis on a fait la même chose avec une base de prix des aliments pour pouvoir estimer le coût des consommations de chacun de ces adultes. Donc c'est un matériel qui a été utilisé sur les 3 méthodes que je vais vous présenter. Juste une petite parenthèse pour vous indiquer que les 2 premières approches ont fait l'objet de n'ont pas fait l'objet de 2 publications, mais sont soumises à publication. Alors il y en a une qui est soumise depuis plus d'1 an maintenant, l'autre un peu plus récente, mais on espère qu'elles vont être publiées dans des articles scientifiques sous peu. Donc la première approche, je reviens, c'est celle qu'on a intitulée hiérarchie entre groupes alimentaires. L'objectif de ce projet, c'était d'établir une hiérarchie des impacts entre différents groupes alimentaires en fonction de différentes unités fonctionnelles. Donc je vais m'arrêter sur chacun des termes là que j'ai mis en gras. Tout d'abord, la hiérarchie des impacts. Alors par impact, j'entends les impacts environnementaux et économiques. Et au sein des impacts environnementaux, on aura un ensemble de métriques environnementales. Donc l'impact carbone, qui est la plus connue. Mais on a aussi d'autres métriques, utilisation du sol, etc., etc. On dispose aussi d'un score qui est utilisé à l'échelle européenne, qui s'appelle le score PEF, et qui est en fait une moyenne de toutes ces métriques environnementales. On a donc l'impact économique par le prix des aliments. Et donc on va comparer ces impacts entre groupes alimentaires, dont les produits laitiers. Donc là j'ai sélectionné 20 groupes alimentaires qu'on a répartis en 3 grandes classes, les produits animaux, les coproduits animaux, donc, dont les produits laitiers font partie de ces coproduits animaux, et puis tout le reste c'est des végétaux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les végétaux, il y a aussi les boissons sucrées par exemple, puisqu'elles sont ni animales ni des coproduits animaux. Donc on a établi une hiérarchie, donc on a analysé les impacts entre ces grands groupes alimentaires, mais un des trucs intéressants qu'on a fait, c'est qu'on ne les a pas comparés seulement par kilogramme. On a tous l'habitude de comparer les prix des aliments sur la base de leur poids. On compare les prix par 100 grammes ou par kilo. On s'est amusé là dans ce projet à exprimer non seulement par kilo, mais également par kilocal, par milligramme de vitamine C, par portion, et également par un indicateur de qualité nutritionnelle globale des aliments, qui est l'indicateur SALIM, donc qui prend en compte la densité nutritionnelle et également les nutriments limités du type sodium, AGS, sucre ajouté. Donc juste pour vous illustrer un type de résultat qu'on obtient, j'ai sélectionné la métrique impact carbone. Donc on va comparer l'impact carbone entre nos 20 groupes alimentaires, et l'impact carbone va être exprimé par kilo de chacun de ces groupes. Donc ça, c'est un graphique que je vais vous ressortir plusieurs fois là, dans cette présentation. Donc il faut bien le comprendre. On a des groupes alimentaires là qui sont en abscisse,
qui sont classés du plus impactant à gauche au moins impactant à droite. Et puis on a l'impact carbone en kilos de CO2 par kilogramme de chacun de ces groupes alimentaires. Donc on voit, c'est quelque chose d'assez connu, que la viande de ruminant est beaucoup plus impactante lorsqu'on l'analyse par kilo d'aliments que les autres groupes. On voit que les produits animaux, en fait, effectivement, sont plus impactants que les autres catégories alimentaires lorsqu'on exprime leur impact carbone par kilo. Les produits laitiers, ils se situent à peu près là au milieu, au 10e rang, donc sur 20 groupes, ils sont pile poil au milieu de la classification. Alors maintenant, je vais m'attarder sur la notion, sur la dimension plutôt économique. Donc on va s'intéresser au prix en comparant donc le prix de chacun de ces groupes par 3 unités fonctionnelles, le kilo, l'unité fonctionnelle on va dire habituelle, puis les kilocals et puis cet indicateur de qualité nutritionnelle globale des aliments. Donc si on compare le coût par kilo de ces aliments, on a donc le même type de graphique que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là, les groupes alimentaires sont classés de façon différente. On a par exemple les produits de la mer qui sont effectivement, c'est assez connu, les plus chers lorsqu'on les achète, lorsqu'on prend leur prix au kilo. On voit également que les produits animaux sont quand même plus souvent situés sur la gauche du graphe, donc ils sont plutôt impactants. Les produits laitiers se situent au milieu, 10e rang, comme l'impact carbone tout à l'heure. Si maintenant on change l'expression, donc on n'exprime plus le coût par kilo, mais on l'exprime par kilocal, on a un changement. Alors si je reviens, et notamment un changement sur les produits végétaux. Si je reviens sur la dia précédente, je vous donne un exemple, celui des légumes. Les légumes, lorsqu'on exprime leur coût par kilo, ils sont situés là, à côté des produits laitiers. Et effectivement, puisqu'ils ont une très faible densité énergétique, lorsqu'on exprime leur coût pour 100 kcal, ils se situent là, donc ils font partie des groupes les plus impactants lorsqu'on exprime leur coût par 100 kcal. Donc on voit qu'il y a une redistribution finalement, mais on remarque également que les produits laitiers sont toujours dans le milieu de la hiérarchie. On passe maintenant au coût, cette fois exprimé par unité de Saint-Lim, donc indicateur de qualité nutritionnelle globale des aliments. Et on observe que cette fois, c'est les produits animaux qui ont tendance à se redécaler vers la droite, donc ils sont plus vraiment considérés comme très impactants quand on rapporte leur coût à leur qualité nutritionnelle. On voit que les produits de la mer, là tout à l'heure, qui étaient les plus chers par kilo, sont finalement parmi les groupes alimentaires les moins chers lorsqu'on les exprime par qualité nutritionnelle globale. Donc redistribution notamment chez les produits animaux. Les produits laitiers, quant à eux, restent au milieu, cette fois au 9e rang, donc toujours au milieu du graphe. Alors ça, c'est un petit tableau pour résumer ce qu'on vient de voir. On a vu qui résume la place des produits laitiers ou leur rang par kilo, par kilocal et par Saint-Lim. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. On a vu qu'ils étaient placés 10, 11 et 9. Bon, c'est au milieu. Et puis, j'ai affilié un petit code couleur. S'ils sont plutôt bien placés, on ira vers le vert. S'ils sont plutôt mal placés, on ira vers le rouge. Et juste pour vous montrer qu'on a exprimé non seulement par kilo, kilocal et Saint-Lim, mais également par portion et par certains micronutriments. Et on voit que, alors mis à part pour la vitamine A et la vitamine B9 qui est assez peu présente dans les produits laitiers, ce groupe alimentaire est plutôt bien placé puisqu'ils sont dans les teintes, on va dire, vert, jaune, donc intermédiaires, voire bien classés. Bien sûr, si on exprime leur coût par milligramme de calcium, c'est les grands gagnants et ils sont les moins chers par unité de calcium. Maintenant, on va continuer avec le même exercice, mais cette fois sur la dimension environnementale. Donc, je vais vous présenter le PEF entre groupes alimentaires et avec les 3 unités fonctionnelles que j'ai présentées, donc les kilos, les kilocals et l'indicateur Salim. Donc, il va falloir que j'accélère. Le score PEF, donc, c'est une moyenne, un indicateur d'impact environnemental moyen
ce qu'on observe, en fait, il y a un parallèle assez flagrant qu'on peut faire avec le coût. Là, c'est le PEF par kilo. On voit que les produits animaux sont situés sur la gauche. Alors tout à l'heure, c'était les produits de la mer qui étaient les plus chers. Cette fois, c'est la viande de ruminants, puisqu'on parle là d'impact environnemental, mais on voit que ces produits sont sur la gauche. Les produits laitiers restent dans le milieu du classement. Lorsqu'on exprime par kilo cal, on a le même impact que tout à l'heure quand on analysait le coût, notamment les légumes qui deviennent très très impactants alors qu'ils ne l'étaient que modérément lorsqu'on exprimait leur PEF par kilo. Les produits laitiers restent au milieu du graphique. Et puis lorsqu'on exprime le PEF par qualité nutritionnelle globale, on voit que les légumes là, qui étaient précédemment parmi les plus impactants, là sont la catégorie la moins impactante. Et on voit cette redistribution des produits animaux, notamment les produits de la mer, là, comme on l'a vu tout à l'heure avec le coût, qui redescendent là aux côtés des produits laitiers. Les produits laitiers, eux, qui restent dans le milieu du classement. Donc si je reprends mon petit tableau, on a vu le prix, on a vu le PEF, avec des teintes, sauf pour la vitamine A et la B9, qui sont entre le jaune et le rouge, donc plutôt bien classés, intermédiaires. Là, juste pour vous montrer que derrière le PEF, il y a tous ces indicateurs-là environnementaux. Et donc, si on fait abstraction de la vitamine A et de la vitamine B9, on voit quand même que les produits laitiers s'en sortent pas trop mal sur l'ensemble des métriques analysées. Du coup, la conclusion de cette première partie, les impacts environnementaux et le coût des aliments diffèrent selon l'unité fonctionnelle. C'était particulièrement vrai sur l'exemple des légumes ou des produits de la mer, par exemple, qui variaient vraiment lorsqu'on changeait l'unité fonctionnelle. Cependant, les produits laitiers, on l'a vu également, restaient relativement stables et dans la classe intermédiaire. Je n'ai pas fait de focus sur les œufs, mais c'était valable, cette remarque était aussi valable pour les œufs. Donc, alors, ce qu'il faut également retenir, c'est que l'évaluation de la durabilité à l'échelle de l'aliment, elle reste complexe, donc il faut avoir une certaine prudence lorsqu'il s'agit d'établir des recommandations. Et puis, vous, en tant que diététicien, c'est quelque chose que vous connaissez un petit peu déjà. Il n'y a pas vraiment d'aliments. Alors, à l'époque, on disait de bons ou de mauvais aliments. C'est les régimes qu'il faut analyser, ce qui me permet de faire une transition sur la deuxième approche, qui va là étudier la place des produits laitiers, mais au sein de régimes alimentaires. Donc ce qu'on s'est fixé comme objectif dans ce deuxième projet, de comparer le niveau de consommation de produits laitiers entre régimes alimentaires de caractéristiques de durabilité différentes. Plus précisément, on a pris donc l'étude 1K3, 2000 adultes qui ont déclaré toute leur consommation alimentaire. Parmi ces 2000 adultes, on a sélectionné ceux qui avaient une bonne qualité nutritionnelle, donc de leur régime, par des indicateurs de densité nutritionnelle, et puis on a sélectionné ceux qui avaient peu de sodium, AGS, sucre ajouté, etc. dans leur régime. Et puis c'est ce groupe de bonne qualité nutritionnelle, on les a encore scindés en deux, entre ceux qui avaient en plus de ça un faible impact environnemental, et puis dans un autre groupe, ceux qui avaient une bonne qualité nutritionnelle, mais un fort impact environnemental. On a comparé ensuite, alors juste, on a 3 colonnes, l'ensemble de la population, notre groupe des plus durables, puisqu'ils ont une bonne qualité nutritionnelle et un faible impact environnemental, ils représentaient seulement 5% de l'échantillon, l'autre groupe atteignait 20%. On voit qu'en termes d'impact environnemental, pour 2000 kcal, effectivement, on arrivait à baisser de 30% par rapport à l'impact environnemental moyen. Et puis on était content de constater qu'en termes de coût, effectivement, les plus durables avaient également un coût du régime un peu plus faible par rapport au régime moyen. En termes de composition d'aliments, ici j'ai focusé sur 3 groupes alimentaires parce qu'ils sont vraiment caractéristiques des 2 groupes là qu'on a isolés, donc des gens qui ont une bonne qualité nutritionnelle, plus de fruits et légumes, une quantité de produits laitiers plus importante que celle observée dans l'échantillon moyen, et puis moins de boissons sucrées. Et si on s'intéresse aux groupes alimentaires qui différencient un peu ces 2 groupes-là de bonne qualité nutritionnelle, on voit que c'est les produits de la pêche, la viande de ruminants et les céréales complètes qui ont vraiment des quantités différentes
entre les deux groupes. Donc un petit peu moins de produits de la pêche dans le groupe des plus durables, 30 grammes, c'est à peu près ce qui est recommandé d'ailleurs par les autorités ici en France. Viande de ruminants beaucoup plus importante parce que ça a un fort impact sur l'environnement. Et puis plus de céréales complètes dans le groupe bonne qualité nutritionnelle et faible impact. Donc les produits laitiers font partie des groupes alimentaires à favoriser pour avoir une bonne qualité nutritionnelle. On l'a vu que les quantités de produits laitiers étaient importantes dans les deux groupes de bonne qualité nutritionnelle. Leur impact sur l'environnement reste modéré. Une limite par contre à soulever avec cette approche, c'est que même si on a sélectionné des individus qui avaient une bonne qualité nutritionnelle, tous les besoins ne sont pas couverts, et notamment ceux en acides gras essentiels, et puis ceux en fibres. On va donc enchaîner avec en 2 minutes sur une autre technique qui permet justement de couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels. Le principe, c'est de générer, donc ça s'appelle l'optimisation. Le principe, c'est de générer un régime alimentaire, alors qui reste théorique, mais qui respecte un ensemble d'objectifs. Donc l'exemple simple pour illustrer ça, c'est un exemple historique. On est au sortir de la Seconde Guerre mondiale et on demande à des chercheurs de construire une ration alimentaire composée de 77 aliments qui respectent les besoins nutritionnels du soldat et au coût le plus faible possible. Et c'est dans cette activité de recherche-là qu'a été découvert l'algorithme d'optimisation qui permet donc d'affilier des quantités à chacun de ces 77 aliments pour construire un régime parfait, en tout cas, qui atteint tous les objectifs qu'on s'est fixés. Donc cette technique a connu des évolutions avec l'accroissement aussi des données disponibles. Donc maintenant, on est capable de prendre en compte le respect des habitudes alimentaires, la prise en compte des expositions, par exemple, aux toxiques, et aussi l'objectif de réduire les impacts environnementaux. Et c'est donc une approche qui permet, in fine, d'orienter des politiques de santé publique. Alors, vu que je suis un peu limité en termes de temps, j'avais sélectionné 3 exemples, je vais en focaliser sur un. Donc, pour passer rapidement, une technique d'optimisation qui a été utilisée dans le rapport SFN-RAC, qui a été publié là plutôt en 2024. Mais je vais être obligé de passer. Un projet que j'aurais aimé présenter parce qu'il a été réalisé en collab avec Jean-Louis Perrault, qui est le prochain intervenant. Je vais le passer aussi pour me focaliser juste sur le dernier exemple, puisque c'est celui de plus d'actualité, puisqu'on a participé avec MS Nutrition à l'actualisation des recommandations alimentaires en Suisse. Et comment on a fait? Donc les recommandations alimentaires en Suisse ont été publiées là il y a 2-3 semaines. Et nous, on est intervenu pour fournir à l'OSAV, donc l'équivalent de l'ANSES en Suisse, une application, un logiciel qui permette de construire des régimes optimisés en fonction d'objectifs définis par l'utilisateur. Et eux, ils ont défini des objectifs. Donc le cahier des charges, c'était de rester proche des habitudes alimentaires suisses, d'atteindre des cibles de santé, donc des quantités d'aliments à ne pas dépasser pour des raisons de santé, le respect des recommandations nutritionnelles et la réduction des impacts environnementaux. Donc ils ont joué avec ce logiciel en changeant un petit peu ces paramètres d'objectifs, et ils ont sélectionné un modèle qui réduisait d'environ 25% l'impact environnemental par rapport au régime moyen observé, mais qui avait l'avantage de respecter l'ensemble des recommandations nutritionnelles tout en restant proche des habitudes alimentaires. Alors, en termes de résultats issus des modèles, on obtenait cela, c'est-à-dire que vous avez un nuage de points, les quantités observées en moyenne dans la population suisse et les quantités optimisées, donc issues du modèle. On a une droite, y égale x, qui fait que si on est au-dessus de la droite, c'est que le modèle a augmenté la quantité par rapport au régime moyen observé. Et on voit, si on regarde les petits points bleus, que les yaourts et le lait, leurs quantités ont augmenté par rapport à la moyenne observée, alors que le fromage a diminué légèrement. Donc ce qu'on va faire dans la suite de notre projet Printalim, c'est d'utiliser cette technique d'optimisation pour essayer de déterminer les quantités de produits laitiers qui sont compatibles avec un ensemble d'objectifs, dont des objectifs nutritionnels et de réduction des impacts environnementaux. Donc
en conclusion de cette approche d'optimisation, c'est une approche puissante puisqu'elle est capable de prendre en compte toute la complexité de l'alimentation et ses différentes dimensions. Elle est cependant sensible au paramétrage utilisé. Si vous faites une analyse bibliographique des papiers utilisant de l'optimisation pour définir des régimes alimentaires durables, vous verrez que les résultats sur les produits laitiers sont très variables. Pourquoi? Parce que le paramétrage est très variable. Les résultats vont dépendre de la façon dont on fixe les exigences nutritionnelles, si on autorise ou pas des aliments par exemple fortifiés, tout ça va jouer sur les résultats. Alors j'ai pas eu le temps de détailler les 3 exemples, mais quand même les produits laitiers sont quand même bien présents en principe dans ces régimes idéaux. Et en conclusion générale, donc, ces 3 approches sont des approches assez complémentaires, elles répondent quand même à des questions qui sont un petit peu différentes. Donc approche complémentaire. Au niveau des produits laitiers, ils sont quand même source de nutriments, ils ont un impact en plus assez modéré sur l'environnement. Et puis il faut pas oublier aussi que les produits laitiers, ils sont liés à la production d'un autre groupe, et ça sera, je pense que Jean-Louis va en parler un peu, d'où la nécessité de considérer les liens de coproduction qui peuvent exister entre ces 2 groupes alimentaires. Donc je finirai juste en remerciant les collègues qui m'ont accompagné dans ces travaux. Merci. Combien de temps là ? Merci Florent. Donc maintenant Jean-Louis Perrault qui va s'interroger lui sur la place de l'élevage laitier dans le système alimentaire. Oui, c'est ça. Merci. Bonjour à tous. On va donc continuer par la partie qui est un petit peu avant ce qu'a raconté Florence. Et le lait, il est bien placé, mais on peut peut-être changer son positionnement et regarder comment il est produit. En plus, comment il est produit, ça change aussi sa composition. Alors, la place de l'élevage laitier dans les systèmes alimentaires durables. Alors, je pense qu'on a un point important, c'est qu'il faut vraiment repenser la façon dont on imagine le progrès des systèmes alimentaires demain, en tout cas au niveau de la production des aliments. Alors, ça a été montré, donc je vais pas insister, mais un papier assez célèbre qui montre les émissions de gaz à effet de serre par kilo de produit, avec la viande de bœuf qui est très impactante, Florent l'a dit. Le produit animal le moins impactant, c'est les œufs, mais qui est déjà 2 fois plus impactant que le produit végétal le plus impactant, qui était le tofu dans cette expérience. Bon, c'est des résultats, on va dire, assez classiques, qui conduisent à dire que les animaux sont impactants sur le climat, mais ils sont aussi impactants sur plein d'autres choses. La biodiversité, bon, ici avec un exemple de photos de déforestation en Amazonie, sur la qualité des écosystèmes, bon, j'ai illustré ça juste par une photo de marée verte à Saint-Brieuc en Bretagne. Bon, c'est pas que le lait, c'est les porcs aussi qui interviennent. Et puis ça utilise beaucoup de ressources, on va y revenir. Et quand on regarde tout ça, c'est souvent écrit, c'est souvent dit, c'est beaucoup plus simple de réduire la production animale et puis on aura tout solutionné en fait. Or en fait c'est plus compliqué que ça. Parce que pour chaque performance, alors j'en ai cité quelques-unes, le climat, l'utilisation des ressources, alors c'est l'eau, c'est le sol, c'est les aliments qui servent à nourrir les animaux, c'est les écosystèmes et la biodiversité. Et pour tous ces performances, l'élevage, il peut avoir des points positifs et avoir des points négatifs. Alors sur le climat, on va y revenir, mais bien sûr, il émet des gaz à effet de serre. Mais en même temps, la prairie peut stocker du carbone. Donc voilà, il y a une balance. Sur les ressources, effectivement, l'animal mange parfois des choses que nous, des végétaux qu'on pourrait manger directement. Donc il y a une vraie compétition entre l'alimentation animale, le feed, et l'alimentation humaine, le food. Mais par contre, l'élevage, il peut valoriser des surfaces non cultivables, les prairies permanentes en zone de montagne, et puis il recycle des biomasses végétales que nous, on n'est pas capable de consommer et qu'il remet dans la chaîne alimentaire. Typiquement, on peut boire de la bière, mais les drèches de brasserie, on ne les mange pas. C'est les animaux qui les recyclent. Pulpe de betterave, c'est pareil, on mange le sucre, mais pas les pulpes. Au niveau des écosystèmes, effectivement, l'élevage, il intervient, il fait de la pollution de l'eau et de l'air. On pourrait parler des émissions d'ammoniac qui sont très très importantes en Europe liées à l'élevage. Les émissions de nitrates, on l'a vu avec la photo précédemment. Mais en même temps,
La prairie, elle contribue à réguler les flux d'eau, les flux de nutriments et la fertilité du sol. Si par exemple, le Grand Massif central, vous supprimez les prairies et vous ne faites que de la forêt, eh ben, en plein été, la Loire, il n'y aura plus assez d'eau pour refroidir les centrales nucléaires qui sont dessus. Donc il y a un rôle aussi de la prairie, mais donc de l'élevage qui est dessus. Et même chose sur la biodiversité. L'élevage, effectivement, il dégrade des habitats, bon, déforestation par exemple. Il pollue les milieux, donc ça joue sur la biodiversité. Hein. Sous les algues vertes, il n'y a pas grand-chose d'autre à venir. Par contre, il peut entretenir des habitats et il gère des milieux fragiles. On va y revenir. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a du positif et du négatif. Et donc, l'objectif, c'est est-ce qu'on ne peut pas améliorer les points positifs, réduire les points négatifs? Un point important de tout ça, c'est bien sûr le changement climatique. Donc je vais passer une partie du temps de l'exposé sur le changement climatique, puis on verra les autres performances après. Alors, l'élevage et le changement climatique, c'est bien connu. Les vaches, c'est d'abord, enfin les vaches, c'est vrai aussi pour les moutons et les chèvres. Hein. On mange aussi du lait de brebis et du lait de chèvre. Mais ça émet d'abord du méthane. Mais ça n'émet pas que du méthane par l'heure humaine, par l'éructation des animaux. Ça émet aussi du protoxyde d'azote lié à la production des aliments, avec les engrais azotés notamment. Et puis, les déjections animales, elles émettent aussi du protoxyde d'azote et un peu du méthane. Donc on a plusieurs... C'est un peu la particularité de l'activité agricole, c'est que les gaz à effet de serre, ce n'est pas que du CO2 comme une voiture ou le chauffage d'une maison ou la climatisation, c'est du méthane et du protoxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre à fort niveau de puissance comparé au méthane. Enfin, comparé au CO2, le méthane, c'est 28 fois, protoxyde d'azote, 273. Alors les émissions nationales françaises, on voit que l'élevage laitier, il a un peu plus de 6% des émissions nationales. L'élevage, c'est 12% du total. Bon, c'est moins que les transports, par exemple. Voilà, on peut faire ce genre de comparaison, même si j'aime pas bien faire ces comparaisons-là. Il y a un objectif de réduction, hein, c'est le Fit 54 au niveau de Bruxelles, et en France, c'est moins 55%. En 2035 par rapport à 1990. Donc c'est une réduction très forte de tous les secteurs, l'agriculture et l'élevage étant bien sûr concernés. Et on s'intéresse beaucoup au méthane, contrairement aux autres gaz à effet de serre. Alors est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un problème? Je vous laisserai trouver votre vision des choses. Mais contrairement aux autres gaz à effet de serre comme le CO2 ou le protoxyde d'azote, le méthane est un gaz à effet de serre à courte durée de vie dans l'atmosphère, 12 ans à peu près. Donc si on réduit les émissions, ça va réduire la concentration dans l'atmosphère très rapidement et donc avoir un effet entre guillemets refroidissant. Aujourd'hui, le CO2 émis par la voiture de vos parents ou de vos grands-parents, il est toujours dans l'atmosphère, contrairement au méthane du lait que vos parents ou grands-parents ont mangé parce que des vaches ont émis du méthane à l'époque. Donc voilà, c'est très important. Et du coup, il y a eu au niveau de la COP 26 à Glasgow un accord mondial qui a été signé qui engage les pays à réduire leurs émissions de méthane de 30% en 2030 par rapport à 2020. Bon, ça a été signé, je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais c'est ça l'objectif. Alors, réduire les animaux, parce que pour mettre moins de gaz à effet de serre, c'est sûr, ça marche ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu une forte réduction des effectifs de vaches laitières en France. Je vous montre la courbe ici. Vous voyez, dans les années 70-80, on avait 7 millions de vaches laitières. Aujourd'hui, on est à moins de 4 millions. Donc si on raisonne gaz à effet de serre et méthane, on émet beaucoup moins de méthane aujourd'hui qu'on en émettait à l'époque. Et d'ailleurs, celui qui a été émis là, il a disparu de l'atmosphère ou quasiment. Si on réduit la production, on va réduire le lait ou les produits laitiers qu'on va exporter. Ça, c'est un choix. La filière laitière a un bilan import-export positif, donc c'est un choix politique. Est-ce qu'on veut être moins présent sur des marchés à l'extérieur? Mais surtout, si on réduit l'élevage, on va réduire les surfaces en prairie. Je vous ai mis ici une étude que j'ai conduite depuis les années 70 au niveau des 9 pays de l'Europe sur lesquels on avait déjà des statistiques en 70. Vous voyez que la diminution des surfaces en prairie permanente est parallèle à la diminution des surfaces en vaches laitières et vaches allaitantes. Donc moins on a de ruminants, moins on aura de prairies. Et ça, c'est le paradoxe des ruminants et de la vache laitière en particulier, parce que certains disent il ne faut plus de vaches laitières parce que ça émet du méthane, mais les mêmes disent il faut maintenir de la prairie parce que c'est de la biodiversité, c'est des paysages. Donc là, il y a un vrai paradoxe à gérer. Alors pour réduire les gaz à effet de serre, on peut travailler à l'échelle de l'animal, on peut travailler à l'échelle de la gestion des effluents, de l'utilisation des surfaces ou de l'alimentation. C'était ce que je vous avais montré. Et là, on va illustrer ça à travers les diapos suivantes avec un certain nombre
de points sur lesquels on va voir qu'il y a des possibilités de réduire assez sensiblement les émissions. Alors, avec des animaux qui émettraient moins, en gérant mieux les troupeaux, en utilisant mieux les effluents, peut-être même en produisant du biogaz, méthanisation, en stockant du carbone dans les prairies et dans l'alimentation, en jouant sur un certain nombre de paramètres que les éleveurs et les techniciens en élevage connaissent bien. Et en fait, il est possible, enfin en tout cas c'est ce qu'on dit au niveau de l'INRA, que l'on peut réduire de 30% l'intensité des émissions en 2030 par rapport à 2020. Donc l'intensité des émissions, c'est combien on émet de kilos équivalent CO2 par litre de lait. Hein, c'est bien ça. On parle pas. On peut réduire les émissions, on casse les vaches, mais quand on garde des vaches, on peut réduire l'intensité des émissions. Alors réduire des animaux moins émetteurs, ça c'est la génétique, c'est possible. Je vous montre ici, toutes choses égales par ailleurs, à même production laitière, une vache peut émettre 600 grammes de méthane par jour ou 400 grammes. Ça c'est la variabilité génétique. Donc on peut sélectionner sur ce critère. Un gain de 10% est possible, on va dire d'ici 2040. C'est-à-dire que si on décide de sélectionner les animaux sur ce critère, on aura les premiers résultats aujourd'hui, travaux nécessaires, premiers résultats en 2030 et ensuite à partir de 2030, 1% par an. On peut aussi mieux gérer les animaux. Alors, je vous ai mis ici la vie d'une vache. Aujourd'hui, une vache, avant de faire du lait, bon, d'abord il y a un petit veau qui naît, c'est une génisse qui se développe, qui croît, c'est un enfant. Première insémination, vélage, première lactation, puis 2 mois de tarissement, une deuxième lactation d'une dizaine de mois, puis 2 mois de tarissement, et une troisième lactation qui démarre. En moyenne, en France, les animaux font 2 lactations et demie. En fait, il y en a qui s'arrêtent à 2, d'autres qui s'arrêtent à 3. La moyenne, c'est 2,5. Et donc, ça veut dire que dans un animal comme ça, sur 59 mois de vie, il n'y en a que 25 pendant lesquels il produit. En fait, il y a beaucoup de pertes de charge. Et donc, on se dit, ben, on pourrait peut-être les génisses les faire véler un peu plus tôt, donc la barre jaune est un peu plus courte, et puis faire 3 lactations et demie au lieu de 2,5. Et là, à ce moment-là, on arrive à 35 mois en production sur 65 mois de vie. Et ben, ces 2 critères-là, une lactation de plus et des génisses qui vèlent, alors pour être précis, c'est 24 mois au lieu de 28-30, c'est 20% d'émissions en moins par litre de lait pendant la vie de l'animal. Donc vous voyez, 10 plus 20, ça ferait les 30%. Bon, la génétique n'est pas tout de suite disponible, par contre ça, c'est utilisable dès maintenant. Et puis on peut aller plus loin en jouant sur l'alimentation des animaux. Alors il y a les fameux additifs alimentaires, et là on sait qu'il y a des molécules qui nous permettent de réduire les émissions de méthane de 10 à 30% immédiatement. On donne des molécules, alors il y en a un qui s'appelle le Bovaer, vous donnez du Bovaer à des vaches, le lendemain elles réduisent de 30% leurs émissions de méthane. Vous arrêtez de le distribuer, les émissions de méthane réaugmentent de 30%. Alors, donc ça c'est une méthode facile. Le problème c'est qui paye l'additif. Alors quand c'est une laiterie qui impose de le donner, bah, elle donne une surcote au prix du lait. C'est ce qui se passe un petit peu au Danemark actuellement. Sinon, bah, ça reste cher comme technique. Et puis, est-ce que la société accepte qu'on donne des molécules à des animaux? Moi, j'en suis pas du tout persuadé. En tout cas, des molécules chimiques. Si c'est des graines de lin qui réduisent les émissions de méthane, bah oui, parce qu'en même temps, ça améliore les teneurs en oméga 3 du lait, et puis c'est un produit naturel. Mais certains produits sont des produits vraiment chimiques, et ça risque de ne pas être accepté par la société, et de dégrader l'image naturelle du lait, quelque part. Et puis dans l'alimentation, on peut jouer sur des plantes particulières, les légumineuses, qui sont les plantes qui fixent l'azote de l'atmosphère. Et ici, vous voyez, on peut gagner non seulement un peu moins de méthane dans le rumen avec des rations qui contiennent des légumineuses, mais c'est surtout une plante qui n'a pas besoin d'engrais azotés. Donc on coupe toutes les émissions qui sont liées aux engrais azotés, qui sont très très importantes, parce qu'en plus c'est du protoxyde d'azote, c'est pas du méthane cette fois-ci. Et puis on peut formuler des aliments bas concentrés, ça c'est les gens qui fabriquent les aliments du bétail, ça c'est vrai par contre pour toutes les filières, aussi les porcs et les volailles. On peut réduire un peu les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage de 5 à 10% en utilisant des tourteaux métropolitains plutôt que du tourteau de soja importé qui vient de déforestation, des légumineuses à graines en remplacement du soja importé. Ça ne se fait pas tout simplement parce qu'aujourd'hui on les cultive plus ces légumineuses, mais dans les années 90, les vaches laitières, les cochons mangeaient 900 000 hectares de pois en France. Simplement on ne cultive plus le pois, il n'y en a plus dans l'alimentation des animaux. On a préféré mettre du soja pour remplacer, mais on peut revenir là-dessus.
Et puis le dernier point, c'est les effluents mieux gérés, donc avec des systèmes où on injecte le lichide dans le sol plutôt où on fait du méthane. Et puis les fumiers solides, les effluents, donc le fumier, donc en fait une expérience qui vous montre ici qu'on stocke du carbone dans les sols avec ces engrais solides. Une expérience là sur du long terme à la ferme INRA de Grignon, donc dans le bassin parisien. Dans une rotation céréalière classique où on met que de l'engrais minéral, le carbone du sol ne bouge pas ou diminue un peu. Si on met des fumiers, le carbone du sol augmente. Dernier point, c'est la prairie qui stocke du carbone. Alors non seulement la prairie est riche en carbone dans le sol, 80 tonnes comme la forêt en fait, beaucoup plus que les terres de culture, mais en plus la prairie stocke à peu près comme la forêt, un petit peu moins peut-être, mais les terres de culture continuent de déstocker. Et donc, en gros, ce n'est pas pris en compte aujourd'hui dans les comptabilités nationales, mais il faut savoir que quand on dit qu'on fait du lait à 1 kg d'équivalent carbone par litre de lait, si on comptait ce stockage, on serait plutôt à 0,8, 0,9. Et puis le dernier point, c'est l'effet albédo des prairies. L'effet albédo, c'est une surface qui réfléchit la chaleur. On l'entend bien aujourd'hui, il faudrait qu'on peigne les toitures et les sols des villes en blanc pour refléter la chaleur, pas noire. Et ben voilà, donc le sol noir comme une route ici, c'est un albédo très faible. Un sol blanc, une montagne enneigée, c'est un albédo qui va presque à 100. Et vous voyez que la prairie a un albédo de 20-30 qui est supérieur à celui d'une terre de culture, 10-25, qui est supérieur à celui d'une forêt. Donc finalement, quelque part, la prairie peut être, et donc l'animal qui va être dessus, peut être plus important pour lutter contre le réchauffement climatique, indépendamment des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'elle réenvoie plus dans l'atmosphère la chaleur. Alors si on reprend le graphique que vous a montré Florent tout à l'heure, enfin j'en ai pris un, avec le critère Saint-Alim, là, vous voyez, les produits laitiers sont ici. Eh bien, on pourrait les ramener à ce niveau-là assez facilement en baissant de 30% leur empreinte carbone, qui est le principal acteur du PEF dans les produits laitiers. Bon, alors après, les autres filières vont aussi faire quelques progrès, j'imagine, hein, mais quand même. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu l'ampleur de ce que je viens de vous dire. Puis la dernière partie, c'est que les services rendus par l'élevage laitier, ils sont importants. On raisonne beaucoup gaz à effet de serre parce que c'est important. On voit bien que le réchauffement climatique est un enjeu majeur. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, l'élevage, notamment de ruminants, plus que celui de monogastriques, pour être honnête, rend des services à la société. Alors le premier, c'est, on entend que toujours, il faut beaucoup de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales. Sous-entendu, supprimons beaucoup d'animaux et il y aura plus de végétaux pour nourrir les hommes. Donc dans le lait, c'est 3 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines de lait. En viande bovine, on dit qu'il faut 10 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de viande. Mais en fait, l'essentiel des protéines consommées par une vache laitière, 70 à 90%, elles ne sont pas consommables par l'homme. C'est de l'herbe, c'est des coproduits, ceux-là on ne les a pas dans notre assiette. Et donc, finalement, en moyenne, un système laitier français produit dans le lait et la viande qui est associée au lait 1,2 kg de protéines pour 1 kg de protéines végétales consommable par l'homme, mais qui a été consommé par l'animal. Par exemple, quand l'animal mange du blé ou du tourteau de soja, bon, nous on peut manger du tofu et puis le blé on le mange. Hein. Si c'est l'animal, c'est une vraie compétition avec l'homme. Par contre, tant que l'animal mange de l'herbe, c'est plus en compétition. Et vous voyez que dans les systèmes herbagés, on peut produire jusqu'à 2,5 kg de protéines dans le lait et la viande pour 1 kg de protéines végétales consommées par l'animal que nous, on aurait pu consommer. Donc on est dans des systèmes, ici avec la vache laitière, qui sont des systèmes nets producteurs de protéines. Donc bien loin d'être en compétition avec l'alimentation humaine. Bien loin d'être en compétition. Hein. Ils créent de la protéine. C'est même la seule filière qui peut créer de l'énergie digestible, en fait. Hein. Quand elle est à l'herbe. Alors c'est intéressant parce que les systèmes dits intensifs à base de maïs, vous voyez, on est juste à 1 pour 1, ils sont moins performants en fait, sur ce critère-là. Ils recyclent moins. Puis la vache, quand elle est à l'herbe, la prairie a produit un certain nombre de services que la société trouve intéressants et qui sont intéressants d'un point de vue écologique. Hein. C'est le paradoxe que je vous ai dit tout à l'heure, les services versus le méthane. D'abord, beaucoup de biodiversité, diversité des espèces. Dans une prairie comme ça, il y a plus d'une centaine d'espèces végétales de présentes.
Maintien d'habitat ouvert, bon, c'est un paysage de polyculture-élevage. J'ai mis ici des petites flèches qui montrent qu'on peut avoir des animaux type insectes, petits mammifères qui se déplacent sur des petites distances, ou des animaux comme les grands oiseaux qui se déplacent sur des très grandes distances, c'est des flèches bleues. Et puis maintien de zones humides. La prairie, c'est aussi qualité des eaux et de l'air, régulation des flux d'eau, je vous l'ai dit, avec la prairie du Massif central, régulation des flux de nitrates, c'est important en Bretagne, quand on met de la prairie, il y a moins de nitrates à aller dans l'eau et dans la mer. Et une prairie, c'est une surface qui n'est pas jamais traitée aux pesticides. Et donc, là où il y a de la prairie, eh ben, il n'y a pas de pesticides. Hein, donc, c'est un point très important. Du coup, d'ailleurs, c'est pas très compliqué de faire du lait bio, hein, parce que le lait bio, il suffit juste de regarder les traitements antibiotiques des vaches, mais sinon, un système herbager, il est quasiment bio, en fait. Hein. Santé des sols, la prairie couvre le sol tout le temps, donc ça limite l'érosion. Vie biologique des sols, très importante. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la vache, elle mange des surfaces où on ne peut pas faire de culture, hein, toutes les zones de montagne, toutes les estives. Eh ben, c'est 9 millions d'hectares en France, et c'est 9 millions d'hectares qui ne serviraient pas à produire de l'aliment s'il n'y avait pas des ruminants, ça peut être des moutons aussi, hein, qui vont les pâturer. Alors juste pour vous montrer un exemple concret de ce qui se passe quand on céréalise, si on céréalisait trop notre régime en fait. Ici il y a un petit village, hein, c'est le même, vous voyez il est tout à fait en haut à gauche, à droite devant la photo, avec une photo aérienne prise dans les années 82, beaucoup de petites parcelles, 90, des parcelles plus grandes et beaucoup de parcelles jaunes, donc on va dire ou sol de céréales ou sol nu, beaucoup moins de prairies. Et puis 2002, que des céréales et plus de prairies parce qu'il n'y a plus d'élevage. L'élevage a disparu de ce territoire, c'est dans la plaine de Niort. Bon, ça se traduit par, je suis parti trop vite, ça se traduit par une diminution de la surface en prairie, bien sûr, et puis bon, d'un oiseau emblématique de la région, qui est l'outard de Canepetière. Bon, voilà, c'est typiquement une perte de biodiversité liée à la disparition de l'élevage. Mais surtout, ce qui est important, c'est la phrase que j'ai trouvée intéressante du maire d'une des communes, enfin, pas de cette commune-là, mais d'une qui est à côté ou qui a le même passé, qui dit que depuis que dans ma commune, les céréales ont remplacé l'élevage, il y a disparition du bocage. Ben oui, il n'y a plus de prairies, plus de haies. Nous avons des problèmes de passage de grosses machines agricoles, ce qui intensifie la disparition des sentiers de randonnée et nous coûte une fortune en entretien des voies agricoles. Voilà typiquement un exemple vécu d'un maire qui a vu sa commune se céréaliser totalement. L'élevage, c'est aussi de l'emploi, alors notamment la filière laitière. Ça, c'est des calculs qu'on a fait au niveau du GIS élevage avec une méthode nouvelle de calcul qui maintenant est reprise par le ministère. Vous voyez que l'élevage laitier, c'est 238 000 emplois en France, avec des emplois liés à la ferme, un peu plus de 100 000, et des emplois après la ferme. Donc, c'est des emplois qui sont directs. Ben oui, quand on travaille dans une laiterie, s'il n'y a plus d'élevage laitier, il n'y a plus de laiterie. Hein. Donc ça, c'est très lié. Des emplois qui sont un peu moins liés. Bon, le conducteur de camion qui livre le lait de la producteur à la laiterie, bon, il a son permis de poids lourd. S'il n'y avait plus de lait à conduire, il conduirait autre chose. Hein. Mais, donc voilà, quand même 238 000 emplois. Et puis le dernier point, c'est que l'alimentation, et en particulier les systèmes herbagers, sont des systèmes qui font des laits beaucoup plus riches en oméga 3 à l'échelle d'une année, vous voyez ici, avec un système foin et herbe versus un système maïs qui est en mauve, et beaucoup moins d'acides saturés, palmitiques. Et puis ces mêmes additifs, si on fait prairie plus graines de lin pâturées, vous voyez, on a des taux d'acides gras oméga 3 dans le lait très très élevés. Et donc, ça veut dire que par l'alimentation des animaux, on peut aussi, ça c'est intéressant pour des aspects d'apport nutritionnel et d'optimisation des régimes, on pourrait accroître assez sensiblement la part d'oméga 3 apportée par les produits laitiers dans la diète. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? C'est que la réalité de l'élevage est complexe et qu'il faut se méfier de messages trop simplistes. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais c'est vrai que l'élevage produit aussi un certain nombre de services. Donc pour chaque performance, l'élevage il a des points positifs et des points négatifs. Et j'avais bien aimé un slogan qui avait été qui était sur un t-shirt d'un militant écologiste à Bruxelles. Le problème, c'est pas la vache, c'est comment on l'utilise, en fait. Il ne faut pas se tromper. Le problème, c'est le comment, c'est pas l'animal.
Alors il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont de toute façon inévitables, hein. On ne pourra pas avoir d'écosystème en bonne santé sans ruminants, puis on ne pourra pas avoir une diète équilibrée si on n'a pas des produits animaux dedans. Les systèmes laitiers doivent évoluer pour optimiser leur rôle, ça c'est clair, hein, notamment baisser les gaz à effet de serre. Mais ces gaz, on peut les baisser. Bon, on pourrait se dire, moins 30% en 2030, c'est atteignable, moins 40% en 2040, ça doit l'être aussi, avec le volet génétique en plus. Et que les systèmes laitiers qui sont à la base d'herbe, eux, ils cochent déjà dès aujourd'hui toutes les cases de la durabilité, à la fois en termes de composition nutritionnelle du lait, de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec le stockage sous prairie et les enjeux d'habitat. Voilà, de prairie. Merci à tous les deux. Moi, je suis très contente d'avoir eu ces regards croisés sur l'alimentation durable parce que, comme vous le disiez vraiment tous les deux, souvent c'est très simpliste et on en revient assez immédiatement aux émissions de gaz à effet de serre. On prend rarement l'alimentation dans son ensemble et nous, dans la pratique, si certains d'entre vous sont en libéral, on nous pose souvent des questions. On a souvent ces patients complètement perdus avec tous les messages sur la durabilité, sur la végétalisation, etc. Moi, je me suis posé une question sur l'usage des légumineuses. Donc, est-ce qu'on envisagerait des légumineuses à utilisation uniquement animale ou alors est-ce qu'on serait sur la production qui correspondrait aussi aux humains ? Non, c'est une production qui correspondrait aux deux, en fait. Alors, il y a deux légumineuses. C'est les plantes qui fixent l'azote de l'atmosphère. Il y a les légumineuses fourragères. Alors ça, je ne pense pas qu'on en mange. Enfin, on peut, quoi qu'avec la luzerne, on peut extraire du jus de luzerne et enrichir des gâteaux. Des luzerniers ont fait ça pour apporter des protéines aux enfants qui en manquent en Afrique. C'était des gâteaux enrichis en jus de luzerne. C'était pas très bon, mais face à des gens qui meurent de faim et des enfants qui ont des troubles de croissance, c'est quand même mieux que rien, puisque c'était pas cher. Alors, donc là, les légumineuses fourragères, c'est quand même d'abord pour les ruminants. Par contre, les légumineuses à graines, alors c'est le pois, la févrole, le petit pois, le pois cassé, la lentille. Ça, c'est des cultures qui servent pour l'alimentation humaine et ou pour l'alimentation animale. C'est les deux. Le problème, c'est que c'est des cultures qui sont de plus en plus difficiles à réaliser. Les rendements baissent, sont très variables d'un an à un autre. Cette année, le pois, c'est une catastrophe. Il y a des surfaces qui n'ont pas été récoltées et les agriculteurs ne sont pas du tout motivés pour les cultiver. Et c'est un vrai problème parce que la semaine prochaine, je suis dans une réunion, on va discuter de ça. Parce que d'un point de vue nutritionnel, on dit toujours qu'il faut remettre des protéines de légumineuses dans la diète. Ok, ça c'est incontestable, sauf qu'on ne les produit pas et que finalement, on va les importer, quoi. Et donc, on va aussi perdre de ce point de vue-là. Donc, faut faire... Enfin, typiquement, les lentilles, on a combien ? 30 000 tonnes on a importé l'an dernier, quoi. Alors, on en mange déjà très peu et on n'est même pas capable de produire ce que l'on mange. Donc, il faut avoir ça aussi en tête, hein. C'est-à-dire qu'on a cette contrainte, alors qui a ressurgi là, avec la colère du monde paysan en début d'année, de souveraineté alimentaire, et que c'est un vrai enjeu pour la recherche, pour les filières, que de produire ce que l'on mange. On peut dire la même chose pour les fruits, il faut en manger plusieurs par jour, voilà, on peut toujours relancer. Mais les fruits qu'on mange, c'est des fruits qui viennent du sud de l'Espagne, quoi, avec force irrigation, dans des zones, même l'huile d'olive. On regarde des émissions à la télé sur l'huile d'olive, c'est plus l'huile d'olive qu'on connaissait dans le temps, hein. Du coup, ça vient compléter l'information qui dit que l'alimentation durable, de toute façon, doit être prise dans son ensemble et qu'on touche donc les composantes que Florent nous a rappelées au début, qui sont environnementales, d'accord, mais aussi les habitudes, la nutrition et la santé, la culture. Donc tout ça, c'est plus complexe que ce qu'on croit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que vous voyez des choses qui vous ont interloqué sur ces deux parties qui étaient très intéressantes, très complémentaires ? Oui, c'était par rapport à l'élevage. Est-ce que vous pensez qu'il est préférable de transformer des élevages où les vaches ne sortent pas dans les prés et justement les amener vers les prairies, ou est-ce qu'il est préférable d'augmenter l'élevage mais aller plus vers un élevage avec prairies en fait ? Qu'est-ce qui serait le plus rentable ?
Alors, il y a deux types d'élevage. Enfin, on sent bien qu'il y a deux types d'élevage qui vont se développer en France demain. Il y a ceux que j'ai mis en photo, qui sont clairement ceux que je préfère, avec des vaches qui pâturent beaucoup, qui produisent pas forcément énormément de lait par lactation, mais qui font beaucoup de lactation, versus des systèmes... Alors, où d'ailleurs la vache récupère son alimentation et épanse ses déjections toute seule, donc ça ne fait pas forcément beaucoup de travail, versus des élevages où les vaches seront beaucoup plus à l'intérieur, beaucoup plus productives, avec des beaucoup plus grands troupeaux, 200, 300 vaches. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même grand pour nous. Mais des troupeaux qui feraient vivre 3-4 familles. Et donc, les gens pourraient se remplacer le week-end. Donc, ces deux systèmes, d'un point de vue agroécologique, il y en a un que je préfère, c'est clair. Mais les deux vont se développer. Et l'Europe du Nord est clairement sur le modèle des vaches à l'intérieur, intensives, avec des grands troupeaux, quoi. Oui, mais s'ils sont à l'intérieur, du coup, on n'est plus sur de la culture. Ça augmentera pas les prairies, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est bien l'enjeu qui est derrière ça. On peut toujours aller faucher l'herbe et la donner à l'auge. Hein. Ça se fait quand même, mais ça sera de plus en plus de l'ensilage de maïs. Et moi, je pense que c'est à ceux qui valorisent le lait, donc les industriels laitiers, de pousser les éleveurs à conserver de la prairie, parce que naturellement, bon nombre d'éleveurs aujourd'hui ont plutôt tendance à aller mettre leurs animaux à l'intérieur. Alors en France, il y a encore beaucoup de pâturage, hein, je crois que c'est 88% des vaches qui sortent au pâturage quand même, donc mais c'était 95% il y a 7-8 ans, quoi, voilà. Et enfin, j'avais juste une dernière question. Là, je m'interrogeais quand vous disiez que par rapport au nombre de lactations, c'est possible de faire... Enfin, l'idée, c'était que les vaches aient des petits plus tôt, c'est ça, hein, si j'ai bien compris? Alors, oui, ça dépend des races, mais globalement, en France, on fait du lait avec beaucoup de la vache Holstein, qui vèle à 24 mois partout en Europe, sauf chez nous en France. Parce que, en gros, les surfaces ne sont pas très chères en France, donc les éleveurs ne s'occupent pas des génisses, ils les laissent, et puis, bon, elles vèlent à 28 ou 30 mois, c'est pas grave. Mais en fait, c'est grave en gaz à effet de serre, donc on aurait intérêt à les faire véler plus tôt, surtout que d'un point de vue, je dirais, parce que la question qui vient derrière, c'est tout de suite le bien-être animal. Non, s'il y a des plans de rationnement qui sont bien faits, et à 24 mois, les vaches peuvent avoir le même format qu'elles ont à 28 ou quasiment, quoi. Donc il n'y a pas de problème de bien-être ou de problème zootechnique majeur. Il y a pour nous un gain parce qu'on ne l'a pas fait, les autres pays l'ont fait il y a longtemps, mais du coup, ils n'ont plus cette marge de manœuvre. Moi, je trouvais très intéressant de rappeler qu'on n'étudie pas une unité seulement en émissions de gaz à effet de serre, etc. Enfin, c'était l'unité fonctionnelle, donc l'apport par rapport au nombre de kilocalories, par rapport à l'impact sur le kilocalorie. Moi, je trouvais ça hyper intéressant. On voit que finalement, les produits laitiers sont à peu près au milieu. Donc alors, qu'est-ce qu'on dit? Les produits laitiers vont rester finalement toujours dans la diète à recommander? En tout cas, oui, c'est ce que j'ai essayé de montrer moi. Ça reste un produit, enfin, la plupart des produits, à l'exception du fromage, qui est un produit cher, mais qui est plutôt abordable si on s'en tient au lait. L'impact, effectivement, reste modéré. Alors, il y a des techniques, je ne suis pas expert en évaluation de l'impact environnemental, mais effectivement, il y a la technique de calcul est souvent controversée, en tout cas discutée sur qu'est-ce qu'on met sur la viande et qu'est-ce qu'on met sur le lait, puisque ça vient du même animal. Mais globalement, quand on prend les tables d'impact environnemental des aliments, le lait est quand même bien placé. Et puis, il y a une qualité nutritionnelle qui est indéniable, avec une densité nutritionnelle, en tout cas en certains nutriments, qui est indéniable. Donc, il y a les produits laitiers cochent quand même pas mal de cases, et puis ils sont bien acceptés culturellement. Bien sûr, il y en a qui n'en consomment pas, mais globalement, sur les 4 piliers, oui, les produits laitiers s'en sortent quand même bien. Oui, non, c'est ça. Enfin, moi, j'ai un peu découvert le monde de la nutrition en travaillant avec Florent et puis Nicole et d'autres. Et du coup, en regardant la littérature, j'ai toujours été surpris surpris. Non, enfin, c'est le résultat, mais dans des régimes qui cherchent à baisser les protéines animales, puisqu'on dit qu'il faut les baisser, les remplacer par des légumineuses, mais avec les problèmes que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont d'un autre ordre, finalement, les produits laitiers se maintiennent toujours très bien.
voire augmente un peu. Ça dépend des papiers. Et ce qui diminue beaucoup, c'est la viande. Donc il faut faire attention parce que dans un pays comme le nôtre, il y a quand même beaucoup de territoires qui ne vivent que parce qu'il y a de l'élevage à viande dessus. Donc trop baisser la viande, c'est quoi la durabilité de ces territoires? Donc ça ramène à d'autres questions. Mais intrinsèquement, on peut effectivement avoir des régimes très bien équilibrés avec beaucoup moins de protéines animales sous forme de viande, mais on a du mal à baisser les œufs, à baisser le lait et les œufs. Voilà, je suis allé trop vite parce que c'était aussi la même remarque sur les œufs. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? On arrive au terme de ce symposium, donc on va remercier nos intervenants, Florent Vieux, Jean-Louis Perrault.